Bienvenue dans Je crois en toi, le podcast qui vous accompagne dans votre quête de sens. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que je reçois un invité qui est quelqu'un qui m'accompagne dans mon quotidien, qui est un coup de cœur professionnel et qui est un coach professionnel. Coach professionnel en productivité, en système, on fera le tour de toutes ces notions et c'est surtout lui qui va donner la bonne définition de son propre coaching. C'est Dimitri Destrunder que je reçois aujourd'hui. Salut Dimitri. Salut Jean-François, merci pour tes mots, merci pour ton invitation. Merci beaucoup d'y avoir répondu favorablement. Je suis très heureux, comme je viens de le dire, de te recevoir. Cet épisode, il sera surtout consacré à découvrir tes valeurs, tes aspirations, ta vision, tout ce qui fait que pourquoi aujourd'hui tu es coach. Mais avant ça, on va démarrer par ton parcours, parce qu'il y a plein de choses hyper inspirantes autour de toi, autour de ton vécu. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir le partager avec celles et ceux qui nous suivent aujourd'hui. Juste pour bien cadrer les choses, je disais coach professionnel en système, en productivité. Qu'est-ce que toi, tu as envie de me dire par rapport à ces notions-là? Est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que ça te va? Est-ce que c'est juste pour toi? Alors, dans le vrai, je vais dire oui et non. Je suis, et tu le sais, mais c'est plus pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, je suis quelqu'un dans la nuance, très souvent. Donc je vais mettre un tout petit point, on va dire, de recul sur ces notions-là. Je me définirais comme un coach en optimisation du temps et je mettrais ce chapeau un peu plus large, parce que la productivité va en faire partie. C'est un élément sur lequel on va pouvoir aller travailler, mais je dirais, avec une approche compétence, hein, développement, apprentissage, de cette compétence-là. Et les systèmes, la systématisation, c'est un mode de pensée que j'utilise, qui est donc fait partie de mon approche, mais tu vois, qui viendra se ranger sous le chapeau de l'optimisation du temps. Il y a beaucoup de notions et c'est une discipline, j'ai presque envie de dire un peu à part dans le coaching et qui mérite vraiment qu'on s'y attarde dans le détail. Pour commencer, j'aime bien commencer par le début, à savoir ton enfance, parce que tu as vécu une très belle parenthèse dans ton enfance, une parenthèse en Inde, un pays qui est quelque part aussi une autre planète. Et j'aimerais que tu nous expliques, en fait, comment tu t'es retrouvé en Inde. Tu avais à peu près 10 ans, c'est ça? Exactement, et donc tu te doutes bien qu'à 10 ans, c'est pas moi qui ai pris la décision de prendre mon sac à dos, des billets d'avion et de traverser, le monde pour y aller. Il y a un contexte familial un petit peu autour évidemment. Mes parents étaient dans une rupture de leur modèle, de la façon dont ils exerçaient, de là où ils vivaient, et donc ça a été un moment pour eux important de partager quelque chose qui leur tenait à cœur. Ils ont tous les deux eu l'opportunité et la chance de voyager beaucoup dans leur vie, tous les deux, avec nous aussi, moi, mon frère et ma sœur, tout petits. Et donc, ça a été l'Inde, le premier gros voyage qu'on a partagé tous les cinq, dans le sens où, à 10 ans, on n'est pas grand, mais on est suffisamment grand pour comprendre le monde qui nous entoure, et en tout cas pour appréhender ce qui se passe, et donc avoir une vraie lecture de là où on est, et profiter. Et donc, ça a été un très très grand moment de ma vie, parce qu'il est arrivé jeune, et que l'Inde, c'est très particulier, c'est un pays, soit on l'aime, soit on le déteste. C'est ce que te diront, je pense, pratiquement tous ceux qui en sont revenus. Alors, moi, c'était il y a 20 ans, hein, donc ça a encore bougé depuis. Mais c'est vrai que c'est un pays qui est très particulier, qui est vraiment hors du temps, hors des autres modes de pensée, qui s'est construit avec des cultures très fortes, une spiritualité très forte. Et ce sont donc des notions qui ont vite vibré, résonné en moi. Il y a quelque chose de très fort qui, en tout cas, moi, m'a marqué dès mon arrivée, c'est la bienveillance et la place de l'humain dans la société, dans les rapports, dans beaucoup de points de vue finalement, en fait, quand tu regardes différents prismes d'entrée sur l'Inde. Donc, cette valeur humaine, comme elle est très très forte, elle permet, mine de rien, de se sentir très à l'aise. C'est pas un climat d'insécurité comme tu peux avoir dans certains pays d'Amérique du Sud, par exemple. Tu vas en Colombie, tu vas au Brésil, le, le, le climat est quand même un petit peu plus tendu, tu fais pas les mêmes choses. Là, en Inde, pour te donner une petite anecdote de qui illustre cette bienveillance-là, tu peux te retrouver à 3 heures du matin dans une gare perdue, laisser ton sac à dos pour aller
aux toilettes ou prendre une douche, revenir 10 minutes plus tard, ton sac à dos, soit il n'aura pas bougé, il se sera rien passé, soit il y aura quelqu'un qui sera venu se mettre à côté et qui va te dire attention mon ami, je garde ton sac, t'inquiète pas, personne t'a rien pris. Donc tu vois, la façon dont l'humain se comporte avec l'humain en Inde est quand même toujours empreinte de bienveillance, et ça aide, surtout quand on est petit, je trouve, à pas se sentir vraiment déraciné. Et tu reviens en France, comment est-ce que tu as vécu ce retour? Est-ce que ça a été, perturbant? Est-ce que c'était plus enrichissant qu'autre chose? Comment ça s'est passé pour toi étant enfant? Qu'on revient quand même avec beaucoup de choses dans la tête, beaucoup d'images, beaucoup de couleurs, beaucoup d'odeurs, et puis hein, une vraie ouverture sur la vision du monde, donc très chouette, je dirais, de ce côté-là. La rupture qu'on aurait pu avoir par rapport à justement notre retour et au modèle dans lequel on vit a été quand même très atténuée parce que mes parents, à ce moment-là, ont décidé de quitter la Franche-Comté, ma Franche-Comté natale. Hein. Moi, je suis né à Besançon, donc on vivait là-haut, et mes parents ont décidé de partir de cet endroit pour revenir dans le sud pour 2 raisons. La première, c'était un besoin de soleil, hein, puisque Besançon, 300 jours de pluie par an, voilà, dans le top 3 des villes les plus pluvieuses de France. Au bout d'un moment, ça joue sur le moral. Donc mes parents voulaient retrouver du soleil. Et puis mon père a aussi eu une vraie bascule pendant ce voyage-là, où il s'est aussi ouvert à la spiritualité, pardon, au bouddhisme aussi en général. Et il est revenu avec une envie de ralentir sur son activité professionnelle, puisqu'il est médecin en hôpital public. Enfin, il est en retraite maintenant. À l'époque, il exerçait. Et il voulait ralentir. Donc il a choisi d'arrêter de travailler à temps plein sur son emploi, de passer à mi-temps ou à 2/3 temps, pour retrouver du temps pour se lancer dans la peinture. Il a toujours une fibre artistique assez développée, et donc il voulait pousser un peu le curseur. Donc en arrivant dans le sud, ça lui a permis de travailler un peu à l'hôpital, et en parallèle de monter sa galerie pour exposer ses toiles. Donc on a eu 2 changements en un, si tu veux. Le côté retour aurait pu être plus difficile si on a été resté et qu'on avait été reconfronté au modèle dans lequel on vivait depuis tout petit. Mais comme on a été happé en fait par ce changement-là, je dirais que du coup ça a été une aubaine que tout se passe comme ça, parce que j'aurais peut-être aussi plus mal vécu le changement, le fait de repartir dans une nouvelle ville, se refaire des copains, etc., de recomposer avec des nouveaux codes, hein, puisque entre le nord et le sud, les codes sont quand même pas toujours tout à fait les mêmes, au niveau social notamment. Donc, je dirais que les deux, tu vois, sont arrivés au bon moment. On est rentré de l'Inde, on est parti de là-haut. Donc, il y a eu tellement de changements, de bouleversements dans notre vie que j'avais un peu la sensation que l'aventure continuait, tu vois. Le retour a été adouci par le fait d'ajouter du chaos. C'est Tout à intéressant. fait. C'est une très belle formulation. En quoi aujourd'hui, ce voyage qui a été marquant pour toi, on l'imagine bien à cet âge, à 10 ans, pendant 3 mois aujourd'hui, en quoi ça influence ton approche du coaching? Alors effectivement, je vais d'abord aller sur la bienveillance, mais en y mettant le sens humain en perspective. Euh, L'idée vraiment pour moi, c'est que ce voyage a aiguisé, ouvert toute ma curiosité sur l'humain. Je suis plutôt quelqu'un d'introverti, en règle générale, et ça vaut toujours le cas, c'est toujours le cas. Mais j'ai appris avec ce voyage à voir au-delà de soit ma propre peur, mes propres projections, soit l'image simplement qu'on a des autres personnes, parce que le modèle est vraiment complètement différent du nôtre. La pauvreté était très présente, en tout cas il y a 20 ans en Inde. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, même s'il y a toujours des zones très pauvres. Donc tout de suite, j'ai eu une ouverture de l'être humain a beaucoup plus de valeur dans ses notions impalpables, ce qui lui appartient, son histoire, son vécu, son regard, ses valeurs, etc. La transmission, ce qu'il veut apprendre aux autres, plutôt que dans le bonheur matériel qu'on a nous, qui nous définit beaucoup notre condition d'Européens occidentaux. Donc j'ai eu une première vraie ouverture sur le regard qu'on peut porter aux gens, et que j'essaye encore aujourd'hui de cultiver. Euh, on parle d'acceptation inconditionnelle, hein, dans le coaching, dans les clés de la relation notamment. C'est, je pense, pour moi, une valeur qui a été ouverte grâce à l'Inde. L'autre point peut-être que je garde encore aujourd'hui, c'est un éveil sur la spiritualité. Alors, je suis très cartésien de nature, mais la spiritualité est vraiment très forte
dans la culture indienne, dans les rapports sociaux en Inde. La place, par exemple, tu vois, la place de la vache, qui est l'animal sacré. Tu as une vache qui va s'allonger sur la route. Hors de question de la klaxonner, de la pousser. C'est considéré comme un dieu vivant, donc tu t'y touches pas. Et tu vois, ça met une perspective aussi dans la notion de ce qui est plus grand que nous, ce qui nous fédère, ce qui fait le lien dans une société d'individus. Et donc, je dirais que cette spiritualité, la force de cette spiritualité, et puis qui est très orientée nature, qui est très orientée système complet, en mettant l'humain dans justement tout cet environnement-là, comme un vrai partie prenant, ce sont des éléments que j'ai gardés encore aujourd'hui, qui font que je suis aussi proche de l'environnement général, que j'ai des convictions environnementales assez fortes. Donc voilà, je dirais que j'ai 2 gros piliers que j'ai ramenés de l'Inde, qui m'ont forgé depuis tout petit et qui aujourd'hui sont encore dans ce que je fais. C'est vraiment ce côté humain et ce côté spiritualité. Pour te connaître, le rapport à la nature, au vivant, est très prégnant chez toi. Tu vis dans une zone où la nature est très présente, un potager, tu parles avec beaucoup de plaisir de ce que tu fais pousser chez toi. Est-ce que tu peux nous parler justement plus en détail finalement de cette casquette un peu coach très connecté au vivant et en quoi ça vient nourrir ton rapport à l'autre et ta manière de coacher? Je dirais que tout ça vient aussi d'un mouvement auquel j'adhère, qui s'appelle le slowpreneuriat. Le slowpreneuriat, c'est un mouvement qui date des années 80. C'est pas moi qui ai inventé le nom, ça vient d'Italie. C'était une opposition à l'émergence des fast-food, hein, donc fast d'un côté, slow de l'autre. Et il a fallu attendre assez longtemps pour qu'on amène cette notion dans le business, parce que je crois que c'est dans les années 2015-2017 qu'on commence à en parler dans le marketing. Et donc c'est tout nouveau aujourd'hui dans l'entrepreneuriat d'amener cette dimension-là. Alors je suis bien évidemment pas le seul à en faire ma bataille, mais ce système slow, du coup, a un écho assez fort sur nous en tant qu'individus, comment est-ce qu'on se place, comment est-ce qu'on place le curseur de l'équilibre hein, entre le pro et le perso, l'activité et l'individu. Et en tout cas à mon niveau, c'est quelque chose du coup qui fait beaucoup de sens, que j'utilise énormément, puisque ma vie est aussi empreinte énormément de l'endroit où je suis. Tu le disais, j'habite dans une zone rurale, de montagne même, donc je suis très proche de la nature, je pratique beaucoup de sport en plein air, j'ai effectivement un potager, et ce sont des éléments qui sont très importants pour moi, puisque ma vie dépend, et en tout cas un des fers de lance que je m'impose, c'est cette qualité de vie. Et donc, j'aime bien manger, donc j'aime avoir des bons produits, et donc tu vois, par extension, je vais forcément mettre un peu la main à la pâte pour avoir mes propres fruits, enfin en tout cas en partie légumes, pour aller justement dans ce sens-là. Donc ce sont des éléments au niveau de mon individu, de ma personne, qui sont très présents dans le coaching en général, et comment je l'amène aussi dans le coaching. Bon, évidemment, le slowpreneuriat, c'est une valeur que je prône et que je défends auprès de ceux que j'accompagne, parce que elle vient faire écho à cet angle de vue où tout élément fait partie d'un ensemble. Et nous, en tant qu'individus, nous en faisons partie, nous en sommes le cœur. On est le cœur de la matrice. L'activité, c'est bien, mais ce qui fait que l'activité tourne, c'est parce que nous, en tant qu'êtres humains, on y amène du carburant, on y amène des choses. Donc j'essaye de faire un vrai parallèle entre ce que je vis, la façon dont je regarde le monde et dont je le comprends avec cette logique de système, et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut amener ces éléments-là dans de l'entrepreneuriat pour essayer d'aller vers une formule plus saine, dans laquelle la sérénité est vraiment au cœur de la bataille. J'aime dire très souvent que l'équilibre, c'est quelque chose qui se définit dès le départ, sinon soit on l'atteint pas, ou alors uniquement dans la douleur. J'aime bien l'idée de cette vision qui est en train d'émerger, que tu es en train de nous partager, parce que finalement, on fait le lien entre ce que tu évoquais tout à l'heure sur l'aspect plus spirituel et ton côté cartésien, tu mentionnais. Est-ce que toi, tu serais plutôt en train de me dire qu'il y a des choses que tu défends ou des choses que tu combats, voire les deux? Ouais, je crois que c'est effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose de très juste. Je défends bien évidemment le slowpreneuriat, ce qui va avec, ce mode de vie, cette façon de se placer au centre. Et par opposition, je me bats évidemment contre
tout ce qui est hustle culture, tu vois, tout ce côté très américain du business, du work hard, play hard, de vraiment mettre de l'intensité, travailler 70 heures par semaine. Ce sont des choses qui, moi, ne me parlent pas du tout et sur lesquelles j'aime mettre de la perspective. Donc, dans mes batailles, tu vois, je dirais que à la fois, je suis contre ces principes-là, je lutte en tout cas sur ces dynamiques-là. Et donc, par opposition, puisque j'aime pas être uniquement vindicatif pour le plaisir, je suis pas trop dans le taper pour taper, lutter pour lutter. J'aime bien amener de l'ouverture, de la perspective, des parallèles, des tangentes. Donc, je prône en opposition deux, trois éléments très forts, comme le fait de déjà replacer l'individu dans la notion de business, d'activité, de pas décorréler ce qu'on fait par rapport à qui on est. Et forcément, ça vient aussi dire se mettre au centre, puisque le projet, l'activité, ça n'est qu'une composante de notre vie. Quand on met un peu de perspective, tu vois, un objectif qui va être très corrélé sur du chiffre d'affaires, par exemple, ou du nombre de clients, du leads, etc. Ça, ce sont des choses que moi j'aime bien mettre en perspective en demandant du coup aux personnes avec qui j'échange, mais comment est-ce que ça résonne pour eux? Quel est l'objectif pour eux? Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour eux d'atteindre ces objectifs très chiffrés? Donc il y a vraiment une notion de se placer au centre, et je trouve que par extension, quand on commence à avoir cette logique de se placer au centre, euh, il faut aussi sortir du copier-coller magique, de la recette magique universelle qu'on nous vend beaucoup sur les réseaux, qui est une approche qui a beaucoup marché ces dernières années, mais qui, je crois, aujourd'hui arrive à un point de rupture où les gens en général veulent de l'individualité, veulent pouvoir exprimer leur singularité et surtout en tirer profit. Donc j'aime bien aussi lutter, militer pour cette valeur-là qui est qu'on est tous différents, on est tous uniques, et donc nos modèles d'apprentissage, nos modèles de travail, nos systèmes, que ce soit d'acquisition ou en général, vont être calqués sur cette singularité. Donc, en gros, chacun sa vie, chacun ses objectifs, chacun son projet, chacun sa façon de faire. C'est finalement faire le distinguo ou mettre de la nuance dans productivité versus efficacité? Ouais, tout à fait. La productivité aujourd'hui se définit souvent avec une notion d'efficacité. On y met souvent une corrélation de performance. Je trouve que c'est un peu réducteur. Euh, C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup en termes de production, on peut faire bien, on peut faire mieux, on peut faire plus vite, mais l'utilité, s'il n'y a pas un sens derrière, je trouve que ça manque cruellement de vision, en fait, tout simplement. Et donc, on peut faire beaucoup, on peut être donc dans la performance quand on parle de productivité, mais que ça doit nourrir un sens, que ça doit nourrir un objectif, parce que sinon, est-ce que c'est vraiment être productif? Est-ce que si demain tu prends 100 enveloppes, que tu mets des timbres dessus et des feuilles blanches dedans, tu aurais été productif si tu le fais en 20 minutes, mais si ça te sert à rien, que ça nourrit aucun objectif, bah, je trouve que la productivité a besoin d'être mis en perspective dans ce type de cas-là. Donc je décorrèle la performance et la productivité, ouais. Ok, donc pour toi, c'est vraiment le fait de se dire quel est l'objectif. C'est à partir du moment où tu mets un vrai objectif face à cette notion de productivité, tu bascules vers autre chose qui a une nature plus profonde, plus impactante et plus cohérente pour la personne, c'est ça? Exactement. Je pense que l'impact vient aussi de cette profondeur de champ qu'on s'offre en mettant le parallèle de la vision du sens dans les actions qu'on fait. Une action faite pour faite n'a pas forcément un gros intérêt, mais une action qui est faite en répondant à un sens profond, à une vision et donc à un objectif, calibré sur un objectif, va avoir de l'impact aussi bien intrinsèquement dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle produit, dans le ricochet. Et là, on fera le parallèle avec le système. Un bon système, ce sont des éléments qui ont un impact multiple, mais aussi au niveau de l'individu. C'est-à-dire que ce qui fait qu'on est en confiance dans ce qu'on fait, qu'on aime ce qu'on fait, qu'on est fier de ce qu'on fait, pas au sens de l'ego, mais au sens de l'accomplissement, de l'épanouissement, ben c'est parce qu'on met du sens aussi dans ce qu'on fait, tout simplement. Je sais que le sens, la vision sont deux mots qui vont résonner assez fort pour toi. Ouais, complètement. Et il y a une chose à préciser aussi pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que l'objectif et le sens sont deux choses bien différentes. Le sens, ça va vraiment être cette forme de cap à tenir, c'est une orientation, c'est vraiment une direction dans laquelle on va, c'est un choix de vie, mais pour autant, on pourrait dire qu'on ne l'atteint jamais. C'est un état d'esprit et c'est quelque chose qui est rempli de choses à, de,
d'éléments à défendre, de combats à mener, alors que les objectifs sont finalement les jalons qui vont être sur notre parcours dans cette direction-là. Et pourquoi ce point est important? Parce que on va retrouver notamment chez les sportifs de haut niveau, je pense notamment à un sportif comme c'était David Douillet au moment de ses titres dans les années 90, ou plus récemment comme Michael Phelps, le nageur américain. Ils expliquaient tous les deux que au moment où ils ont atteint leurs objectifs en devenant champion olympique, champion du monde, en ramassant un maximum de médailles sur leur passage, à un moment donné, ils se sont dit: j'y suis, j'ai atteint mon objectif, et quoi ensuite? Et à ce moment-là, ils sont tombés dans une forme de dépression. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils étaient restés sur la notion d'objectif sans l'accompagner de sens. Ça manquait vraiment, il y avait vraiment quelque chose qui leur manquait. Ce sens, j'imagine que celui que tu as trouvé aujourd'hui à ta mission de coach, il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Toi, tu as eu un vrai parcours dans l'entrepreneuriat avant de devenir coach. Est-ce que tu peux nous parler de ce parcours-là? Comme beaucoup d'entrepreneurs, j'en ai, si on regarde le pourcentage, une part assez faible qui ont très bien marché, une part moyenne qui sont plantés, et une grosse part qui n'ont jamais vu le jour. Mais je crois que c'est le lot des serial entrepreneurs, en tout cas. Donc, j'ai vraiment voilà, une partie de mon parcours où il y a de l'entrepreneuriat un petit peu tout au long, en toile de fond, avec cette notion très vite de « j'aime ça ». J'aime ce mode d'action, donc j'ai envie de pousser le curseur, d'aller dessus. Et à côté de ça, un vrai parcours en hôtellerie-restauration, plutôt sur des postes de manager en l'occurrence, grâce au diplôme que j'ai, et à différents niveaux. Hein. Je suis passé de responsable de salle, responsable de bar, directeur de restaurant, directeur d'un petit hôtel 4 étoiles, et donc avec une logique d'accompagnement. Donc tu vois, j'ai la fibre entrepreneuriale qui a toujours été là, enfin rapidement été là, qui s'est beaucoup exprimée et qui m'a fait assez rapidement prendre conscience que c'est le cœur de mission que je voulais, donc accompagner des entrepreneurs, puisque c'est quelque chose que j'ai pas mal exploré, donc sur lequel j'ai 2-3 histoires à raconter. Mais en parallèle, la notion d'accompagnement s'est développée parce que dans mon quotidien de manager, je faisais énormément de gestion de carrière. En hôtellerie-restauration, tu es sur des problématiques qui reviennent assez fréquemment. C'est un métier qui est usant, d'un point de vue physique notamment, et qui fait qu'en fin de parcours, qu'un serveur en fin de parcours, enfin en tout cas à passer les 50 ans, va forcément, en tout cas très souvent, se retrouver avec des difficultés au niveau physique, notamment des problèmes en bas du dos, des problèmes aux épaules, aux bras, le fameux tennis elbow sur le coude, enfin des vraies problématiques de santé qui font que quand tu es manager, tu dois composer avec ces équipes-là. Bien évidemment, tu as une notion de performance, on attend de toi des objectifs, hein, de vendre des bouteilles de vin dans les restaurants, de faire des buffets, des choses comme ça, mais tu as aussi cette mission de comment je fais travailler, comment je collabore avec ces personnes-là, pour lesquelles je ne peux plus leur demander d'avoir le même train de travail qu'un petit jeune de 20 ans qui vient de rentrer et qui est tout frais. Donc comment j'aménage? Comment je fais en sorte que je capitalise sur ses forces, parce que une personne qui a un petit peu de parcours, elle a des choses à transmettre, elle a des bonnes pratiques, elle a plein de choses qu'elle peut transmettre justement aux nouveaux arrivants. Donc comment je capitalise là-dessus et comment je fais pour moi, en tant que manager, lui offrir aussi un terrain sur le niveau bien-être, donc amener cette composante de bien-être pour que justement elle soit pas en déperdition au niveau physique, quoi. Donc mon parcours a été vraiment, tu vois, composé sur, enfin, grâce à ces deux éléments forts qui ont été l'accompagnement sur la gestion de carrière et de l'autre côté l'entrepreneuriat. Et quand on réunit les deux, eh ben, on arrive à ce que je fais aujourd'hui. Il y a toujours cette notion de sérénité, de bienveillance, de bien-être et de comment on y va sereinement et intelligemment. Donc toujours la notion de système dans ce que tu expliques, même dans ton parcours passé. Hein. Aujourd'hui, concrètement, pour quelles raisons les personnes que tu coaches viennent te voir? Comment tu débutes avec eux? Qu'est-ce que vous travaillez? Est-ce que tu peux nous en dire plus pour que les personnes qui se retrouvent dans des situations problématiques et auxquelles tu peux répondre puissent vraiment bien cerner ta démarche et pourquoi pas te contacter? Bah écoute, on vient souvent me voir pour ces questions de sérénité. J'ai envie de dire, les questions de rapport au temps, tu vois, qui est un prisme assez large d'entrée. La toile de fond, elle est souvent quand même sur de l'équilibre pro-perso. Après, on peut y mettre d'autres mots, évidemment, on peut y mettre d'autres problématiques liées, mais la toile de fond, et
en tant que coach, tu le sais aussi bien que moi, on va aller rapidement creuser la question derrière la question, le problème derrière le problème, pour aller chercher justement cet écho, en tout cas chez les personnes que j'accompagne, qui est très souvent sur une notion de temps, de temporalité. Donc, je dirais que c'est vraiment voilà ma manière d'entrer. Et l'idée, tu le disais, c'est le chemin est aussi important que l'objectif. Donc, j'essaye de travailler sur le fait qu'avancer puisse rimer avec sérénité. Et donc que aujourd'hui, il faut se saisir de cette posture d'entrepreneur. Il faut aussi être capable de systématiser son activité pour justement poser tous les jalons qui font que on peut avancer et en fait prendre ce temps-là, puisque gagner du temps, ça passe toujours par en dépenser à un moment ou à un autre, hein, et souvent en amont, c'est-à-dire que vaut mieux parfois prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour poser des bases solides, pour ensuite que l'activité puisse tenir dans le temps. La stat qui est derrière ça et que je trouve assez effrayante, c'est quand même que 70% des entrepreneurs qui abandonnent leur projet, qui l'arrêtent, vont citer le manque de structure et d'organisation comme problématique numéro 1. Donc c'est une vraie réalité qui aujourd'hui, et je reviens sur le clivage dont on parlait tout à l'heure avec les copier-coller, l'avènement du copier-coller, ça c'est rarement durable, c'est rarement quelque chose qui tient dans le temps et c'est rarement quelque chose qui est adapté à la singularité. Donc moi j'aime bien replacer ces éléments-là dans mes accompagnements. Côté singularité, côté tu vas définir ton propre chemin et je viendrai te donner un point de parcours. Pour répondre à ta question initiale, on commence toujours par un premier échange, une première visio pour faire le point. On fait un peu le tour, on creuse un petit peu, on regarde un petit peu la situation, on regarde un petit peu les objectifs, on regarde un petit peu tout ce qui se passe pour savoir si effectivement on va pouvoir avancer dans une direction commune, si je vais pouvoir accompagner tout simplement la personne qui est en face de moi. Donc on a toujours un premier point qui est une vraie analyse. Après, en règle générale, dans l'accompagnement, je vais avoir aussi cette logique-là de d'abord poser des bases, c'est-à-dire creuser un peu la réflexion sur des éléments fondamentaux. Si nous sommes le centre de notre propre système, ça veut dire que notre énergie en est le carburant. Donc on va venir étudier un petit peu tout ce qui va être lié au flux d'énergie, les chronotypes, notre attention, notre sommeil, notre focus, tout ce qui va être fonctionnement naturel et qui font qu'on a de l'énergie, parce que l'optimisation va commencer par ce point d'entrée-là. Et après, j'ai envie de dire, j'ai pas non plus de méthode parfaite, tu vois, de trame parfaite, parce que je m'adapte. Je m'adapte à chacune des personnes que j'accompagne. Donc, on a un point d'entrée qui est similaire et après, on a des jalons qui vont pouvoir se retrouver dans les parcours. Mais globalement, l'idée aujourd'hui, quand j'accompagne, c'est vraiment d'être sur une personnalisation à l'extrême, où chacun peut exprimer sa singularité, l'embrasser, s'en saisir pleinement. Et moi, je viendrai accompagner doucement ce chemin-là. Dimitri, pour conclure ce podcast, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui, ou du moins, qu'est-ce que tu aurais envie de te souhaiter? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que j'ai envie de me souhaiter? Je dirais d'abord de réussir à m'approprier la place que j'ai envie de prendre aujourd'hui dans la démocratisation du slowpreneuriat, dans la démocratisation aussi de la pensée en système, qui sont 2 batailles que je mène et sur lesquelles je pense petit à petit commencer à voilà me faire une place, à trouver de la légitimité, de l'écho à mon discours. Mais c'est quelque chose qui m'anime au sens tu vois, de ma vision, de manière plus large. Donc j'aimerais bien contribuer vraiment à ce que ce modèle-là, ce nouveau modèle, prenne une place importante, une vraie place prépondérante dans l'entrepreneuriat, au moins au niveau français. Et donc, si je peux contribuer, apporter ma pierre à l'édifice, ça fait partie de ce que je pourrais me souhaiter, je crois. J'ai eu un petit déclic, notamment avec toi, parce que je crois qu'on peut en parler. Enfin, j'ai été accompagné sur 2 volets. J'ai été accompagné par Kevin Asiosmanov, qui est quelqu'un, un super coach sur le marketing, qui m'a aidé à formaliser mon image de marque notamment. Et puis, en parallèle, tu m'as aussi accompagné sur des problématiques d'appropriation de mon message. Et je dirais que c'est ce que j'ai envie de me souhaiter aujourd'hui, de réussir à pousser encore un peu plus loin le curseur de ce message que je porte et que je m'approprie et que petit à petit, j'ai l'impression de commencer à faire vivre. Et ce message justement que tu diffuses, cette posture que tu incarnes, j'aime beaucoup ce mot, ce verbe incarner entre être et faire, c'est sur LinkedIn aujourd'hui essentiellement où on te retrouve, c'est ça?
Sur D'un point de LinkedIn. vue Sur communication. LinkedIn, parce qu'il faut que j'arrête de dire LinkedIn. C'est sur LinkedIn qu'on te retrouve. Alors oui, sur LinkedIn. Mais oui, non, sur LinkedIn, appelons-le comme on veut. Ouais, aujourd'hui, je communique plutôt là-dessus. Je suis pas dans le massif, hein, je crois que toi, tu le sais, et j'espère que ça sera aussi compris dans mes mots. Je suis plutôt dans le curseur de la qualité, donc je cherche pas de l'audience massive en règle générale. Donc oui, LinkedIn permet aujourd'hui quand même ce terrain-là d'aller justement créer, fédérer une communauté autour de valeurs sans forcément chercher le toujours plus, hein, qui est un vrai fléau de notre société moderne. Donc oui, sur LinkedIn, tout à fait. Merci beaucoup Dimitri, j'étais très heureux de te recevoir aujourd'hui. Je te souhaite le meilleur, histoire de rien oublier, et, euh, et à très vite, ici ou sur LinkedIn ou ailleurs. Salut Dimitri. Merci Jean-François, merci beaucoup, salut. Salut.